Voilà. Tatiana Droné, on est vraiment, je vous l'ai dit, très heureux pour la lecture de cette biographie qui est passionnante. C'est le roman d'une vie dans l'intimité d'une femme qui est fascinante, hors norme et inclassable. Monsieur Guden-Vallerin vous l'a dit, Daphné du Maurier, on le sait tous, c'est un immense écrivain qui a produit des succès qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, avec des best-sellers incroyables comme Les Oiseaux, L'Auberge de la Jamaïque, Le Bouc émissaire et bien sûr Rebecca, le plus connu qui a été adapté au cinéma. Si vous n'avez pas lu le livre, vous avez au moins vu le film peut-être d'Hitchcock, comme Les Oiseaux. Alors Tatiana, j'ai beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. Alors d'aussi loin que vous vous souveniez, vous dites que vous avez toujours écrit. Et le premier roman vers 10-11 ans, c'est ça? Et puis, vous n'avez jamais arrêté avec un rythme soutenu d'un roman par an. Oui, sauf donc l'écriture fait partie. Sauf que quand j'étais petite, je ne publiais pas, bien sûr. Oui. C'était écrit. Mais vous écriviez. C'est une activité qui faisait, comme pour Daphné, et c'est pas le seul point commun, qui fait partie de vous. Oui, c'est l'écriture. Vrai. J'ai commencé à écrire très tôt. J'étais aussi une lectrice avide. J'adorais lire, et donc les deux pour moi sont très liés. L'écriture et la lecture sont vraiment des frères jumeaux. Et je pense que le passage à l'écriture est venu justement par mon goût frénétique de la lecture. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, un journal entre 10 et 30 ans qui est bien enfermé dans une cave. Et ce qui est drôle, c'est que vous dites qu'il y a une mention « ne pas publier si je meurs ». Mais oui, mais bien sûr, mais j'imagine que personne n'a envie qu'on publie son journal intime. Si vous en avez, mesdames et messieurs, j'imagine que vous n'aimeriez pas du tout qu'on publie le vôtre. Donc c'est vrai que je ne pense pas que ça puisse intéresser grand monde, mon journal intime. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, ce sont des histoires d'amour, de déception, de jeunes filles. Intime. Oui, mais je n'avais pas le talent d'Anne Frank, par exemple, que j'admirais énormément et que je lisais au même âge. Je n'avais pas ce talent-là. Et donc, si jamais quelqu'un publiait ce journal intime, je serais extrêmement embêtée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette mention. Vous avez bien fait. Alors, des publications, vous avez eu pas mal de livres publiés, et pourtant, vous avez beaucoup attendu jusqu'au succès fulgurant d'Elle s'appelait Sarah. Ça a été énorme. Plus de 9 millions d'exemplaires, c'est ça? Je ne compte pas parce que je n'aime pas les chiffres. Alors, en fait, je trouve très agaçant les auteurs qui parlent tout le temps de leurs chiffres. Et on en connaît beaucoup. On en connaît beaucoup. Donc, je pense que oui, il a fait un très joli score, mais ce roman-là, c'est au-delà pour moi. C'est une autre aventure. Oui. C'est un très beau livre qui a été adapté au cinéma aussi avec Christine Scott-Thomas. Alors, vous faites partie d'un des 10 auteurs les plus lus. Comment vit-on ce succès-là aussi fulgurant? Alors, c'est tout simplement parce que le succès n'est pas venu brutalement. Il est venu petit à petit. Quand Elle s'appelait Sarah a été publiée en 2007, c'est un livre qui a été refusé une quarantaine de fois. Je l'avais écrit en 2002, donc vous voyez, 2002-2007, c'est déjà assez long. Ensuite, quand il est sorti en France, c'est vrai qu'il a eu du succès assez rapidement, mais je dirais que ce qui a accéléré les choses, c'est quand le film est sorti, et c'est aussi la sortie de Boomerang, le deuxième livre que j'ai écrit pour Héloïse d'Ormesson. Donc en fait, ça n'a pas été un ouragan comme Rebecca a été un ouragan dans la vie de Daphné, quoique elle a publié 4 ou 5 livres avant qui avaient eu un joli succès. Mais disons que c'est arrivé petit à petit. Il n'y a pas eu un raz-de-marée monstrueux qui a tout ratiboisé sur son passage. Je dirais que j'ai eu le temps de m'y préparer, et puis surtout, j'avais déjà 45 ans, donc j'avais des enfants adolescents, donc tout le monde sait, n'est-ce pas, que quand on a 2 enfants adolescents à la maison, on ne peut pas avoir la grosse tête du tout, parce qu'eux, ils s'en fichent de voir leur mère à la télé, ils veulent savoir ce qu'il y a à dîner et s'ils peuvent sortir le soir. Donc j'ai vécu ce succès en essayant de comprendre tout simplement ce qui m'arrivait, mais j'ai écrit là-dessus, j'ai écrit L'encre russe, où j'ai mis en scène un écrivain qui, lui, prend vraiment la grosse tête.
en 2013. Donc ça m'a pas mal aidé d'écrire ce livre-là pour explorer justement ce qu'on peut ressentir quand on écrit un best-seller. Alors, Manderley Forever est publié avec 2 éditeurs, Albin Michel et Héloïse d'Ormesson. Alors, vous dites votre attachement indéfectible à Héloïse d'Ormesson, qui a cru en vous, et vous dites que vous ne changerez jamais d'éditeur, mais ça peut s'expliquer, puisqu'Albin Michel était quand même l'éditeur historique dans les années 40 de Daphné. Oui, c'est pour ça que quand Albin Michel m'a proposé d'écrire ce livre il y a maintenant presque 3 ans, j'ai été très emballée par l'idée, mais Albin Michel est une très grosse maison d'édition, comme vous le savez. Héloïse d'Ormesson, une toute petite maison d'édition. Donc je m'étais dit que j'acceptais d'écrire ce livre, mais seulement si il pouvait y avoir une coédition. Donc on m'a fait comprendre au départ chez Albin Michel que c'était pas possible, que c'était compliqué. Genre, enfin, nous ne faisons pas de coédition chez Albin Michel. Et puis j'ai quand même beaucoup insisté. Je leur ai dit, mais vous savez, c'est quand même important pour moi. Héloïse d'Ormesson, elle m'a donné ma chance. Pour elle s'appelait Sarah, alors que personne ne voulait de ce livre. Et je crois que Francis Esménard, le grand patron d'Albin Michel, a été un peu sensible. Cette fidélité ? Oui. Et donc il a demandé à voir Héloïse. Donc nous nous sommes retrouvés au restaurant avec lui. C'est un monsieur qui a l'âge de mon papa, à 78 ans. Donc c'est vrai que Héloïse et moi, nous étions des jeunes femmes pour lui. Et donc au début, il était un peu bougon. Et après, il a compris qu'on était une équipe et qu'il fallait que le nom d'Héloïse soit sur la couverture. Et donc quand j'ai vu cette couverture avec le nom d'Héloïse, j'ai vraiment eu un moment d'émotion parce que c'est une très belle aventure. Et cette coédition, d'ailleurs, se passe très bien. D'ailleurs, l'histoire que vous venez de raconter à propos de ces éditeurs va très bien avec l'histoire du livre, puisque c'est une histoire de fidélité. Daphné est très fidèle aussi à ses éditeurs. Et alors, je vais vous dire aussi l'impression que j'ai eue quand j'ai lu votre livre, en travaillant sur cette rencontre, c'est que personne d'autre ne pouvait écrire ce livre. Ça ne pouvait être que vous. Vous étiez légitime, vous étiez désigné pour l'écrire. C'est en tout cas... Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu dans la salle déjà, mais il y a tellement de similitudes, tellement de correspondances. Et puis, il y a cette passion qui est en vous, depuis toujours, pour Daphné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce magnétisme puissant qu'elle exerce sur le monde entier et sur vous ? Mais moi, ça a commencé comme beaucoup de lecteurs. Quand on commence à lire vers 12-13 ans, ce sont des moments tellement magiques. On s'enferme dans un livre et le reste du monde ne compte plus. Et j'avais la chance d'avoir une maman qui me donne beaucoup de livres pour Noël. Donc, mesdames et messieurs, continuez à offrir des livres à vos enfants parce que ça peut aider à leur donner des idées d'écriture. Et donc, ma mère m'a offert Rebecca. Je devais avoir peut-être 13 ans. J'avais déjà commencé à écrire dans mon coin ce fameux journal intime, ces petits textes, des poésies, des petits romans. Et j'ai lu Rebecca. Et alors, je voudrais d'abord savoir combien d'entre vous ont lu Rebecca, si vous pouviez lever la main. Oh, pour que je puisse vous voir. D'accord. Donc, pas mal de gens connaissent Daphné du Maurier. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aimez Daphné. Donc, en fait, j'ai été ensorcelée par ce livre. Parce que c'est un livre qui est noir, qui n'a rien de romantique. C'est un livre qui va loin. C'est un livre qui a une fin ouverte et terrifiante. C'est un livre où la deuxième Madame de Winter n'a pas de prénom. Et c'est incroyablement à la fois culotté d'inventer une héroïne qui n'a pas de prénom. C'est un livre qui met en scène des personnages à la fois charismatiques et inquiétants, comme Maxime de Winter, comme Madame d'Anvers, comme la fameuse Rebecca, qu'on ne voit jamais, puisqu'il s'agit de la première épouse qu'on ne voit jamais, qui est morte, mais qui est là à pratiquement chaque page, tellement sa présence est puissante. Donc ce livre m'a littéralement ensorcelée, et j'ai eu envie de lire ensuite tout ce qu'elle avait écrit d'autre. Donc je me souviens très bien d'avoir été à la
librairie anglaise, puisque je vous précise, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une maman anglaise et je suis donc moitié anglaise et donc je lis en anglais. Les livres qui sont écrits en anglais, bien sûr. Celui-là a été écrit en français? Oui, celui-là a été écrit en français, mais j'ai écrit la moitié de mes livres en anglais. Et en tout cas, j'ai continué ce chemin de lecture avec Daphné du Maurier. Et à chaque fois, je ressentais la même chose. Je me rends compte maintenant que quand j'ai commencé à écrire des romans plus sérieusement vers l'âge de 15, 16, 17 ans, ils étaient déjà teintés de son influence, c'est-à-dire la mémoire des murs, qui est un thème qui m'obsède depuis toujours. Tous mes romans parlent de la mémoire des murs. Elle s'appelait Sarah, Le voisin, L'appartement témoin, même celui qui s'appelle La mémoire des murs. C'est elle qui m'a donné ce goût. Ensuite, bien sûr, les secrets de famille. Il y en a dans tous mes livres. Boomerang, Rose, Elle s'appelait Sarah encore une fois, L'encre russe. Donc je me suis demandé si je n'avais pas lu Daphné du Maurier avec autant de passion à cet âge-là, est-ce que j'aurais eu envie d'écrire des livres et qu'est-ce que j'aurais écrit? Donc vous voyez à quel point elle avait cette importance pour moi et je suis touchée que vous me disiez qu'il n'y avait que moi pour l'écrire. Je le pense aussi de façon très vaniteuse, c'est vrai, à tel point que quand Gérard de Cortance, donc auteur et éditeur chez Albin Michel, m'a proposé d'écrire ce livre, au début je me suis dit, bon je vais accepter parce que le projet a l'air passionnant, mais j'étais un tout petit peu impressionnée. Et puis après, une partie de moi a dit, mais s'il propose ce livre à quelqu'un d'autre, à une autre romancière, Catherine Pancol, je ne sais pas moi, Christine Orban, Amélie Nothomb, mais quelle horreur! C'est ma Daphné, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est ce qu'on ressent. Et puis surtout que je suis moitié anglaise, donc j'ai compris que c'était moi et que j'avais été choisie pour le faire. Et ça a été une aventure assez incroyable d'écrire ce livre. Alors on sent ces liens étroits de vous à elle, d'elle à vous, et un peu comme il est dit avec les poètes, parce que c'était elle, parce que c'était moi. Ce livre aurait pu s'appeler, pour moi, Tatiana et Daphné. Sauf que j'apparais finalement assez peu dans ce livre, puisque on vous sent c'est vraiment sa vie. Et je parle très peu de moi, parce que ma vie n'a aucun intérêt comparé à celle de Daphné du Maurier. Mais c'est vrai que il y a des choses qui m'ont étonnée quand j'ai retrouvé toute cette documentation dont j'ai eu besoin pour écrire ce livre, parce qu'un livre comme ça ne s'écrit pas en inventant. Quand on écrit la vie de quelqu'un, il faut vraiment se baser sur ce qui est vraiment arrivé. Je n'ai strictement rien inventé dans ce livre. Mais combien de temps de recherche? Vous êtes allé en Cornouailles à sa rencontre. Vous avez mis vos pas dans les pas de Daphné. Et on a l'impression que vous avez une caméra intérieure pour aller à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de sa vie, de ses pensées, de son écriture, de ses maisons, de ses amours, de sa famille, de ses enfants. Vous avez vraiment... C'est pour ça que je dis qu'il y a ces suppléments-là qui fait qu'en dehors de la biographie et du roman, il y a un supplément, il y a autre chose que je ne peux pas définir. Mais c'est vrai, ce que vous dites. J'ai ressenti le désir d'aller sur les lieux, parce que quand on écrit sur un écrivain qui aime tellement les lieux, et elle, c'était les Cornouailles, on ne peut pas ne pas y aller. Ça me paraît impossible. Donc déjà y aller, comprendre pourquoi elle avait eu ce coup de foudre en 1926, à l'âge d'à peine 20 ans, pour cet endroit. Et puis, bien sûr, rencontrer sa famille, ses enfants. Ça n'a pas été simple, si, pour rencontrer ses enfants et avoir leur aval? Ça a été compliqué parce qu'il y a eu plusieurs biographies anglaises un peu, on va dire, lourdes, qui ont beaucoup insisté sur la vie clandestine et secrète de Daphné du Maurier, et notamment quelques-unes de ses aventures secrètes avec des femmes. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile, la soixantaine passée, d'apprendre que sa mère avait une vie amoureuse secrète et de surcroît avec des femmes. Je me mets à la place de ces enfants qui ont exactement l'âge de mes parents. Donc, quand Albin Michel leur a fait part de mon projet, c'est vrai qu'il y a eu une levée de bouclier assez épouvantable du côté des 3 enfants de Daphné du Maurier. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? S'ils ne veulent pas me rencontrer, comment je vais faire pour écrire ce livre? J'ai rusé.
je leur ai écrit. J'ai écrit au fils de Daphné, à la fille aînée de Daphné, pour leur expliquer mon projet tout simplement. Mais ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est mon pédigré, puisqu'ils ont fait des petites recherches Internet en se disant, bon, moi, qui c'est cette Tatiana Dronnet avec un prénom russe et un nom français? Qui c'est? Et en fait, ils ont découvert que ma famille anglaise, mon grand-père, le père de ma mère, qui était un homme politique assez important en Grande-Bretagne dans les années 50-60, connaissait très bien la famille de Daphné du Maurier. Et donc, j'ai été accueillie d'une façon merveilleuse par la fille de Daphné, la fille aînée de Daphné, Tessa, qui est devenue d'ailleurs une amie. Mais elle m'a donné de la documentation indispensable pour écrire ce livre. Je n'aurais jamais pu m'embarquer dans cette histoire si elle n'avait pas... D'abord, c'est sa confiance qui a été le plus important, puisque elle a très vite compris que j'allais tout dire sur sa mère, mais elle a compris que j'allais le faire avec subtilité et pas avec des gros sabots, justement. Beaucoup de tendresse aussi. Beaucoup de tendresse et aucun jugement. Et puis d'admiration. Oui. Mais attention, ce n'est pas le livre d'une fan, hein. Ce n'est pas le livre d'une groupie qui se permet de parler de son idole avec des étoiles dans les yeux et de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Daphné du Maurier avait plein de défauts, comme vous, comme moi. Et vous ne les cachez pas. Je ne les cache pas. Le jugement que vous pouvez avoir, c'est celui que je vous demande d'avoir en votre fort intérieur. Je ne vous l'impose pas. Mais c'est vrai que je n'ai rien occulté et je n'ai rien édulcoré de sa personnalité, de sa vie et de ce qui s'est passé dans sa vie. Mais bon, c'est vrai aussi qu'elle avait une personnalité tellement fascinante, et ça se voit d'ailleurs même dans son visage. La couverture est très belle. Mais les 3 enfants de Daphné du Maurier n'étaient pas contents du tout avec cette couverture. Et je sais pourquoi. C'est parce que sur cette couverture, on ne voit pas la maman. On voit la jeune femme libre. Séduisante. Et on voit le garçon en elle, puisqu'il y avait un garçon secret en elle. Alors, c'est vrai qu'on va porter pas mal d'angles, parce que vous êtes très clair dans tout ça. Et l'angle que vous avez choisi, c'est d'abord d'une manière chronologique de vous centrer sur cette vocation précoce. Cet enfant-là, dans ce milieu-là, qui va commencer à avoir des personnages, des pensées, des façons de voir extrêmement noires. Comment cet enfant-là a pu se développer de cette manière? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie? Daphné du Maurier est née dans une famille d'artistes. Elle est née en 1907 et son père, Gérald du Maurier, était un grand acteur. Un peu un Sacha Guitry de l'époque, si vous voulez. Et c'était quelqu'un de très particulier. Très séducteur aussi. Très séducteur, mais alors pas beau du tout physiquement. Ce qui est étonnant quand on voit le visage de Daphné, Gérald du Maurier n'était pas beau, mais il attirait tous les regards parce qu'il était immensément célèbre. Et surtout, il avait Il était brillant. Une façon de provoquer, de toujours faire son cinéma. Il imitait les gens derrière leur dos. Il réunissait autour de lui des gens, il faisait des fêtes incroyables, le champagne coulait. C'était une clique d'acteurs, un peu de jeunesse dorée autour de lui. Daphné a grandi dans cette ambiance-là. Sa mère aussi était une jeune actrice qui a arrêté au moment où elle a eu ses enfants. Et donc, si vous voulez, Daphné a grandi dans une maison qui n'était pas du tout la maison traditionnelle, anglaise, bourgeoise, classique. C'était un défilé de dames dans des robes scintillantes. Et Gérald du Maurier, qui a été anobli par la reine, dépensait sans compter, emmenait ses enfants faire des voyages absolument incroyables en Italie, en France, à Monte-Carlo. Et d'ailleurs, Daphné décrit tout ça dans le portrait qu'elle fera plus tard de son père. Et c'est absolument incroyable. Imaginez cette famille du Maurier qui voyage avec ces monceaux de valises, qui distribuent des pourboires en pièces d'argent ou en pièces d'or.
Et Gérald du Maurier qui n'est jamais content parce que la chambre n'a pas la vue sur la mer, parce que la nourriture est trop fade, parce que les gens sont ennuyeux, parce qu'il ne peut pas se moquer des personnes à la table d'à côté. Enfin bref, c'était un peu les personnages à la Fitzgerald, quoi. Exactement, c'était quelqu'un qui faisait son cinéma en permanence et il avait un amour démesuré pour sa fille Daphné. Donc Daphné a grandi dans cette adoration d'un père provocateur, parfois même un petit peu enfantin, carrément d'ailleurs, terriblement vaniteux, ne pensant qu'à lui. D'ailleurs, je pense que, heureusement pour lui, qu'il est mort en 1934, avant le succès foudroyant de Rebecca, parce qu'il n'aurait jamais supporté qu'on puisse lui dire « Vous êtes le père de Daphné du Maurier ». Il n'aurait pas supporté. Donc, elle a grandi dans une ambiance à la fois facile, dorée, l'argent coulait, les pièces marchaient, mais le père était un homme torturé intérieurement, et Daphné souffrait de cette polarisation. En même temps, elle était la préférée. Elle était la préférée. Elle adorait son père. Et vous citez à un moment donné un poème qu'il y avait écrit. Je vais dire juste le début et la fin. Il dit « Si elle était un garçon », puis ça continue le poème, et à la fin « Mais tu seras pour toujours une fille ». Donc c'est très compliqué. C'est difficile à vivre pour elle. Les rapports étaient freudiens et vraiment très compliqués. Et donc Daphné a grandi dans un foyer qui semble parfaitement heureux, mais il trompait beaucoup sa femme. Elle en souffrait beaucoup, Lady du Maurier. Et Daphné, très vite, a voulu s'émanciper, quitter la maison londonienne et surtout devenir écrivain. Ses parents l'ont pris au sérieux. Ses parents ont compris qu'elle voulait en faire sa vie. Et ce qui est aussi très important, c'est que le père de Daphné lui-même refusait de grandir, faisait partie de ces hommes qui reste, on appelle ça le syndrome de Peter Pan. D'ailleurs, c'est pas par hasard que son meilleur ami J.M. Barrie, qui est donc le dramaturge qui a écrit Peter Pan, était le meilleur ami de Gérald du Maurier. Mais Gérald du Maurier ne supportait pas non plus que ses filles grandissent. Et donc, plus elle grandissait, plus elle devenait jolie. Si elle avait le malheur de sortir tard un soir... Il était jaloux. D'ailleurs, Daphné l'appelait mon père Borgia. Borgia, c'est quand même... Quand on sait que Borgia, c'est l'inceste et le poison, ça va très loin. Donc, derrière cet aspect doré et de succès, il y avait une fêlure, et c'est cette fêlure-là qui lui a fait écrire, je pense. Évidemment, il y a le père et puis il y a la mère, parce que c'est très compliqué avec la mère. Quand on a un rapport comme ça avec le père, c'est très très compliqué. Alors une relation où il y avait de la jalousie, de cette complicité, et elle dit à propos de sa mère, ou vous dites en tout cas, pourquoi cette barrière invisible toujours entre sa mère et elle, comme une sorte de timidité étrange, une pudeur mutuelle? Mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour Muriel du Maurier de voir cet amour incroyable que Gérald avait sous ses yeux. Et donc, il y a eu ces rapports difficiles entre la mère et la fille. Heureusement, plus tard, bien plus tard, elles vont devenir beaucoup plus proches. Mais en tout cas, dans l'enfance de Daphné, il n'y avait que son père qui était important pour elle. Alors, il y a aussi le grand-père, dont on a parlé tout à l'heure, Georges, qui dit Kiki. Alors, il faut savoir que dans cette famille, il y a des codes au niveau du langage, et puis il y a beaucoup de surnoms. Alors, le grand-père, Georges du Maurier, qui a écrit, entre autres, Peter Ibbetson, et ce Rêve est vrai, dont elle est imprégnée, et elle pense d'ailleurs qu'elle est dans la lignée de cette pensée-là, était très amoureux de la France. Il a vécu en France, et elle est allée sur ce chemin-là. C'est vrai que très tôt, Daphné du Maurier était fière de ce nom français qu'elle portait. Georges du Maurier, son grand-père, qu'elle n'a jamais connu, malheureusement, est né avenue des Champs-Élysées. Il était très fier de son sang français. Il a transmis cette fierté à Gérald, qui ne parlait pas français, mais qui était très fier de s'appeler du Maurier. Elle a appris très tôt à prononcer son nom correctement, à ne pas dire du Maurier, mais dire du Maurier. Et elle parlait un français parfaitement remarquable. J'ai eu l'occasion de retrouver des lettres.
J'en ai beaucoup discuté avec sa fille. Elle adorait la France. Et la France a été, dans sa jeunesse, lors d'un voyage à Paris en 1926, un cap dans sa vie, puisque Daphné du Maurier est venue vivre en France pendant 1 an. Et elle a vécu une année charnière, je dirais, qui l'a marquée à jamais. Et elle est toujours, jusqu'à la fin de sa vie, fascinée par son sang français, ses ancêtres français. Elle ira plus tard sur leurs traces, jusqu'à dans la Sarthe, où elle fera une découverte très amusante concernant la fameuse famille du Maurier, qui ne s'appelle en fait pas du tout du Maurier. Vous découvrirez qu'il y a un autre nom, et qui n'a pas de particules d'ailleurs, mais ça fait beaucoup rire Daphné, puisque Kiki, son grand-père, leur disait toujours « Nous descendons d'une grande famille d'aristocrates. Voici d'ailleurs un gobelet qui a été gravé par nos ancêtres sous fleurs de verre. On a tout perdu pendant la Révolution, le château a brûlé, les terres ont brûlé. » Donc, Daphné pensait qu'elle descendait d'un grand conte, et en fait, elle va faire une toute autre découverte qui va beaucoup l'amuser. Et d'ailleurs, elle en fera son roman plus tard, Les souffleurs de verre, qui explique et décortique cette ascendance française à laquelle elle tenait autant. Alors, on va aborder aussi les maisons. Alors, vous avez eu une idée formidable, c'est de mettre des photos, non seulement de Daphné, mais de ses proches, mais des maisons. Parce que on ne sait pas de quelle manière ça a pu naître dans sa tête d'être aussi fusionnel avec toutes les maisons et cet attachement viscéral à ces maisons. Chacune de ces demeures a hanté complètement sa vie. Mena Billy, qu'elle appelle Mena d'ailleurs, là aussi, c'est le fameux château de Rebecca. C'est Manderley. Mena Billy est donc un château, un manoir abandonné dans le petit village de Foy, dans les hauteurs, dans la forêt, qu'on ne peut pas voir malheureusement parce que la famille Rachelay qui habite en ont absolument assez des fans de Daphné du Maurier ou de Rebecca qui viennent encore frapper à la porte, il y en a encore, donc on ne peut pas y aller. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu apercevoir l'aile nord à travers les arbres. Ça a déjà été un grand frisson, mais je n'ai pas pu m'approcher plus près. Là, vous le racontez ça, et vraiment, on vous voit, quoi. On vous voit seul, au milieu de cette campagne broussailleuse. Oui. C'était un moment très fort. J'ai pu aller dans toutes les autres maisons, pratiquement. C'est rare de voir la maison où est né quelqu'un et la maison où est morte quelqu'un. C'est rare de voir ça. Mais en tout cas, j'ai choisi d'expliquer Daphné du Maurier par les maisons, puisqu'elle les aimait tellement. Et Manderley est inspiré de Mena Billy. Cette maison n'a cessé de l'inspirer pendant 25 ans. D'ailleurs, 5 ou 6 de ses romans mettent en scène Mena Billy sans le citer, comme par exemple dans La Crique du Français, comme par exemple dans Ma cousine Rachel, mais on reconnaît très vite la maison. Et Daphné du Maurier était la seule à ressentir cette espèce de charme, puisque quand j'ai parlé à ses enfants, ils me disaient tous « Oh là là, cette maison, on n'en pouvait plus, qu'est-ce qu'on avait froid, il y avait des chauves-souris, il y avait des courants rats, d'air, des araignées. » Et il y avait surtout, Daphné avait fait mettre l'eau, et je précise qu'elle n'était même pas propriétaire, elle était locataire. Et elle avait un bail de 20 ans. Et elle a fait venir l'eau d'une mare lointaine qui était verte. Et les enfants racontent, ils étaient très blonds quand ils étaient petits, donc ils avaient imaginé cette eau qu'il fallait pomper de la mare. Et l'eau était verte. Et donc leurs cheveux blonds devenaient verts. Ils trouvaient ça très très drôle. Et Flavia le raconte dans ses mémoires. J'ai trouvé ça tellement drôle que je l'ai mis dans le livre. Mais plus sérieusement, Daphné était la seule vraiment à aimer cette maison comme si c'était une personne. Plus que ça. Vous dites un amour plus puissant que pour les êtres humains. Et elle-même disait, j'ai un peu honte. Je crois que je préfère Mena aux gens. Est-ce mal d'aimer la pierre? Et elle caressait les murs de la maison. Sa fille le raconte, donc je n'invente rien, mesdames et messieurs. Elle caressait les murs de ce manoir et elle l'embrassait et elle mettait son visage contre le mur. Sa fille l'a vu faire ça je ne sais pas combien de fois. Donc c'est quand même assez impressionnant.
Alors on va parler aussi de ses amours, parce que Daphné était très belle. C'était la plus belle des 3 enfants. C'était une grande amoureuse, aux amours multiples, irrésistiblement séduisante. On la voit amoureuse d'hommes et de femmes, avec cette ambivalence sexuelle. Tout ça a démarré dans l'enfance avec on en parlait tout à l'heure, cette identité masculine qu'elle crée pour dire ses instincts masculins. C'est Eric Avon. Alors elle dit, pourquoi ne suis-je pas un garçon ? Les garçons font toutes les choses qui demandent du courage. Ce garçon au cœur qui bat, éperdument romantique, qui souhaite jeter sa cape aux yeux de sa princesse. Alors, c'est vrai que toute sa vie, elle a essayé de le faire taire, ce garçon, ce Eric Avon, de l'enfouir, mais il ressurgissait tout le temps. Et on voit, par exemple, à un moment donné où elle est amoureuse d'Hélène Doubleday, la femme de son éditeur, et elle dit « Le garçon enfermé depuis si longtemps dans sa boîte avait rejailli ». Donc elle a lutté, mais il était là. C'est vrai qu'elle voulait être un garçon, pas un homme. Non. C'est pas la même chose. Elle trouvait que les garçons avaient quelque chose de pur. Et là, je reviens à Peter Pan, qui a bercé son enfance. Alors vous pensez à Peter Pan et vous pensez à Disney. Il faut oublier ce que vous avez vu avec vos enfants. En fait, Peter Pan, dans sa version d'origine, était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... il avait un esprit d'aventure. Et elle a grandi avec ça en tête. Et donc, quand elle est venue en France, en 1926, à l'âge de 19 ans, pour aller dans ce pensionnat chic, où elle était très heureuse de venir, parce qu'elle adorait la France et l'idée de retrouver justement le chemin de son grand-père, là, elle a eu un premier coup de foudre complètement secret, complètement clandestin, parce que je rappelle qu'on est en 1926, l'homosexualité est encore un crime en Angleterre, et puis surtout pour Daphné, elle ne se considérait pas homosexuelle, elle considérait qu'il y avait un garçon qui vivait en elle, elle s'appelait hybride, elle était hybride. Et donc ce garçon, Eric, va tomber fou amoureux de la directrice du pensionnat, une certaine Fernande Yvon, qui avait 10 ans de plus que Daphné, qui était une très jolie et très coquette parisienne, brune aux yeux verts. Et il va y avoir une histoire d'amour passionnelle. Jusqu'à la fin. Complètement. En fait. Cette histoire d'amour qui s'est transformée en a duré 3 ans dans un secret absolu. Et s'est ensuite transformée en une très longue amitié. On va dire que Fernande a été la confidente aussi, la sentinelle de tous les états d'âme de Daphné. Et elle lui a légué d'ailleurs toute sa maison. D'ailleurs, quand je suis allée voir Tessa pour la première fois, qu'on a parlé de Fernande, elle m'a dit « Vous êtes assise sur une chaise qui appartenait à Fernande ». Elle m'a donné aussi, elle m'a fait un cadeau magnifique, elle m'a montré les lettres d'amour entre Fernande et Daphné. C'était incroyablement émouvant. Donc tout ça aussi parce que c'était tellement secret, il faut que vous vous rendiez compte que les enfants ont appris ça après la mort de leur mère. Ils avaient vu Fernande Yvon longtemps, elle est décédée en 1968, ils la connaissaient, mais jamais ils n'avaient pu imaginer que leur mère, jeune, avait eu une telle histoire d'amour avec cette femme. Mais moi, ce qui m'a intéressée en tant qu'écrivain, c'est tout ce que Daphné a pu vivre avec Fernande, tous les voyages qu'elle a pu faire avec elle en France, en Auvergne, en Bretagne, tout ce qui a nourri son imaginaire d'écrivain, puisque c'est avec Fernande qu'elle a commencé à écrire ses premières nouvelles, toujours aussi noires et toujours aussi épouvantables, puisque Daphné aimait aller dans le noir, dans le macabre, dans le non-dit. Et donc Fernande était plus qu'une amante, plus qu'une amie. Elle a été quelque part la première muse, même si elle n'apparaît absolument pas dans aucun livre de Daphné du Maurier, et qu'elle n'est pas Madame Danvers, qui, elle, quand même, est terrifiante physiquement aussi. Vous vous souvenez de la description de Madame Danvers dans Rebecca? Ce n'est pas Fernande. Mais ce qui est très intéressant, c'était de comprendre l'intensité de ce que vivait Daphné à 18, 19, 20 ans, 21 ans, et ce qu'elle mettait dans ses livres. Et c'est ça qui a intéressé l'écrivain que je suis. Parce que parfois, je vous le dis, vous vous en doutez peut-être, un écrivain a l'idée d'un livre pour une raison très intime, mais ne va pas forcément expliquer cette histoire intime dans le livre, mais l'intensité de l'émotion va nourrir le livre. Et donc moi, c'est ça que je suis allée chercher
Donc c'est un livre qui reste pudique, parce que comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, je ne suis pas dans le lit de Daphné du Maurier, mais dans ses livres. Donc il n'y a pas de scène d'amour. Un journaliste d'ailleurs me l'a reproché. J'ai dit excusez-moi monsieur, mais je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Voilà. Et Daphné n'en parle pas non plus. Il y a juste quelques phrases très jolies. Mais elle avait besoin de ces accroches amoureuses tout au long de sa vie. Alors avec son vocabulaire à elle appelait ça les patères. Les patères, c'est quand on s'accroche à quelque chose et qu'on peut partir vers. Elle avait besoin de ça. Exactement, la patère, qui est un mot tellement intéressant, oui. En anglais peg, littéralement, vraiment accroché, un panachage de fantasmes, de secrets. Donc Fernande a été une patère, Ellen Doubleday, qui, bien sûr, avec qui il ne s'est rien passé, puisque Venise est un mot codé du Maurier pour dire amour lesbien, pas de Venise possible avec Hélène, puisqu'Hélène n'a pas voulu, simplement elles sont restées très amies. Mais Ellen Doubleday lui a inspiré un de ses plus beaux romans, qui est Ma cousine Rachel. Et d'ailleurs, elle ressemble exactement, si vous relisez ou si vous lisez Ma cousine Rachel, vous verrez que c'est Ellen Doubleday qui est dans ce livre. Donc c'est vrai que ça a été un processus d'écriture très intéressant, surtout quand Daphné, dans ses livres, prend un jeu masculin, ce qu'elle fait 5 fois. Et là, c'est la voix d'Eric Avon qui parle, puisque j'ai oublié de vous dire qu'elle s'habillait aussi en garçon. Elle avait un physique qui s'y prêtait, avec les grands pantalons larges. Elle ne supportait pas de se mettre en jupe, avec des tailleurs, des chapeaux. Elle détestait ça quand il fallait accompagner son mari et se mettre s'habiller en dame. C'était un supplice pour elle. Elle a passé sa vie en pantalon et en pull et sur un bateau. Alors, elle a eu un mari, vous venez de le dire, qu'elle a beaucoup aimé, qu'il a beaucoup aimé. Alors là aussi, il y a des surnoms, Boy, Tommy et Tristounet à la fin. Tristounet, vous imaginez pourquoi. On va dire qu'elle a été éperdument amoureuse de lui, mais elle n'a pas su vraiment le lui dire, lui montrer, en tout cas. Du coup, comme il a été négligé, on va dire aussi qu'il a eu des maîtresses, puis il y a eu l'alcool, il y a eu la maladie. En 69, au décès de Boy, il y a eu le départ aussi de Mena. Et là, c'est assez dramatique parce que tout s'éteint. Elle n'a plus pu écrire. Et vous parlez, vous, en disant « Un romancier qui n'écrit plus est une entité sans vie, un mort vivant ». C'est ce que vous pensez de ce qui est arrivé à Daphné à ce moment-là? Oui, c'est un cauchemar ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que ce mariage d'amour s'est délité petit à petit. Son mari était un homme militaire très célèbre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bataille d'Arnhem, du pont trop loin. Donc, son mari s'appelait le général Browning. Il était le bras droit du général Montgomery. Donc, c'est un homme qui a eu la croix de guerre, qui a vraiment passé 6 ans au front, pendant que Daphné était à Mena, protégé, on va dire, des désastres de la guerre. C'était un homme qui a été brisé par la guerre. Il faut aussi dire qu'il avait un physique lui aussi assez spectaculaire. Quand j'ai vu des photos de lui jeune, il a dû faire rêver dans les chaumières. Très bel homme, dire. Leur mariage d'ailleurs, qui était un mariage en tout petit comité d'ailleurs dans une petite église où je suis allée en Cornouailles parce qu'il n'aimait pas du tout les fanfreluches, les grandes occasions. D'ailleurs, le père de Daphné et les parents de Daphné étaient effondrés à l'idée de faire ce tout petit mariage, eux qui voulaient vraiment faire un énorme mariage. Donc, ce qui est très triste, c'est quand Tommy est rentré de la guerre en 1946, Daphné, très bêtement, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais peut-être par une espèce de pudeur ou une peur, elle demande de faire chambre à part. Et ensuite, quand son mari est muté à Londres pour travailler pour la toute jeune reine Elisabeth, qui vient d'être couronnée, elle ne le suit pas. Elle ne le suit pas. Elle dit, c'est toi qui viendras le week-end me voir et les enfants. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ce bel homme, laissé seul à Londres, commence à boire, se sent triste, se sent seul, commence à avoir des histoires d'amour, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des histoires avec d'autres femmes. Et malheureusement, il va vivre exactement au moment des 50 ans de Daphné du Maurier, en 1957, il va avoir ce qu'on appelle en anglais un breakdown, c'est-à-dire une
Une dépression absolument épouvantable. Et elle n'aura rien vu venir. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte à quel point elle a été égoïste. Sa mère meurt en même temps. Donc vous voyez, ça a été une année très difficile pour elle. Et là, vraiment, il y a effectivement un cap. On voit que tout ce qui a suivi dans les années 60, Daphné du Maurier n'a jamais retrouvé l'intensité littéraire qu'il apportait dans ces romans que vous avez tellement aimés comme moi. Elle a pu écrire quelques nouvelles, certaines assez glaçantes. Mais c'était plus ça. C'était plus ça. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup frappée, parce que j'ai beaucoup étudié toutes les photos que j'ai pu trouver d'elle, les vidéos aussi m'ont beaucoup servi, elle a vieilli prématurément. C'est-à-dire qu'à 50 ans, tout d'un coup, elle avait l'air d'en avoir 75. C'était incroyable. Et j'en ai parlé à ses enfants. D'ailleurs, Kit, son fils, lui dit à un moment... Son fils adoré. Lui dit, mais tu as vraiment pris un coup de vieux. On dirait que tu as... Et alors, évidemment, elle est très vexée, mais elle le sait. Elle a sa beauté, quelque part, c'est flétri. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, dans sa vie, à partir du moment où elle quitte Ménard en 69 jusqu'à sa mort en 89, ça va être un long chemin de tristesse, puisque les livres n'infusent plus, pour utiliser un code du Maurier. Et sa vie va être d'une très grande solitude. Vous avez employé un mot tout à l'heure. Vous avez dit, elle s'est rendue compte qu'elle était égoïste. Alors c'est vrai qu'entre son amour de Ménard et l'écriture, et sa famille de l'autre, par exemple, quand vous avez rencontré Tessa, on peut comprendre à travers ces mots. Elle parle des sœurs de Daphné, de Muriel et Angela. Elle dit, elles étaient de bonne compagnie, sans doute plus amusantes que Daphné. Elle, sa vie, c'était l'écriture. Quand nous étions petits, elle était très égoïste. Plus tard, elle est devenue plus maternelle et plus sympathique. Mais on sent dans les mots de Tessa que ça a été très dur. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on ne négociait pas avec Daphné. Non, mais en même temps, vous savez, elle a fait le choix de l'écriture. Mais si ça avait été un homme, est-ce qu'on lui aurait reproché ça? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait des choix modernes, précurseurs. Elle les a peut-être regrettés, puisque les 20 dernières années de sa vie ont été teintées d'une grande tristesse, d'une grande mélancolie, et surtout le désespoir de ne plus pouvoir écrire. Et tous ces gens qui venaient continuer à lui parler de Rebecca, Rebecca, elle n'en pouvait plus 40 ans plus tard, qu'on lui parle encore de Rebecca. Pourquoi est-ce que la deuxième Madame de Winter n'a pas de nom? Qu'est-ce qui se passe à la fin du livre? Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Hitchcock? Pourquoi et comment vous avez écrit Rebecca? Elle n'en pouvait plus. Elle a dû faire, à mon avis, la paix avec Rebecca avant de mourir, parce que je crois que c'était insupportable pour elle, alors qu'elle n'écrivait plus, d'avoir encore ses lecteurs qui venaient frapper à la porte et lui parler de Madame de Winter. Alors, il y a aussi la presse, elle a beaucoup souffert des critiques qui, malgré ou à cause de ce succès mondial de ses livres, parlaient de livres romantiques à l'eau de rose, et vous nous montrez à quel point elle est à l'opposé de cette réputation, avec ses romans noirs, macabres, et à l'opposé de l'image que le monde a d'elle. Elle dit « Mes romans sont considérés comme populaires et se vendent très bien, mais je suis loin d'être la favorite des critiques qui me méprisent à cause de mes best-sellers. » C'est terrible, parce qu'elle en a vraiment, vraiment souffert. Elle a été, c'est vrai, la victime, malgré elle, d'un éditeur très malin qui avait décidé, en publiant Rebecca en 1938, de faire ce qu'on appelle les publicités littéraires. Alors aujourd'hui, vous en voyez plein des publicités littéraires, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ça veut dire que sur la couverture, il y a écrit histoire d'amour romanesque, best-seller, etc. Donc des choses pour allécher le lecteur. Le problème, c'est que même si ça a très bien marché, puisque Rebecca s'est vendue dans 40 pays à des millions d'exemplaires, le problème, c'est que l'étiquette romanesque, gothique, romantique est restée, alors que Daphné du Maurier n'a strictement rien à voir. On est très loin de l'eau de rose. Et même gothique, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui s'applique à elle aussi. Et les critiques, on les connaît, les critiques. Ils existent encore aujourd'hui, vous le savez bien. Dès qu'on vend beaucoup de livres, on dit « Ah oui, non, mais cet auteur-là, elle vend trop de livres pour que vraiment ce soit bien écrit. »
Il n'y a pas de style. D'ailleurs, les critiques n'ouvrent même pas les livres des gens qui vendent beaucoup. J'en sais quelque chose. D'ailleurs, donc, je pense que Daphné en a terriblement souffert parce qu'elle n'arrivait pas non plus à... Même si elle a écrit des biographies, elle a écrit par exemple la biographie de la vie du frère des sœurs Brontë, Bramwell Brontë. En fait, ce qui est terrible, c'est que ce livre-là, qui est d'ailleurs tout à fait remarquable, mais n'a pas eu de succès parce que ce n'était pas un roman et que tout le monde attendait sans cesse qu'elle refasse le même coup que Rebecca. Mais un écrivain n'écrit jamais la même chose. D'ailleurs, elle le dit, tous ses livres sont tellement différents les uns les autres. Elle est un écrivain caméléon, elle aime changer. Et donc, elle n'en pouvait plus qu'on dénigre son travail. Et c'est vrai qu'elle a été très sévèrement jugée par ces fameuses critiques. Et d'ailleurs, un de ses amis lui a dit, dès la sortie de Rebecca, les critiques ne vous pardonneront jamais le succès de Rebecca. C'est ça. Alors, avant de laisser la parole à la salle pour les questions, dernière question que je voulais vous poser, c'est après tout ce temps partagé dans l'intimité, dans l'intime de Daphné, après avoir plongé dans sa vie, ses pensées, ses romans, sa famille, ses maisons et ses amours, qu'avez-vous découvert sur elle et comment sort-on de ce travail-là? Ben moi, j'ai découvert son amour pour la France, puisque je ne le connaissais pas. J'ai donc découvert qu'elle adorait la France, qu'elle connaissait Paris. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que tous ses endroits préférés à Paris sont les miens. Je ne sais pas si vous connaissez le Carrefour Vavin à Paris, qui est à Montparnasse. Il y a un café qui s'appelle le Dôme et un autre qui s'appelle la Rotonde. Comme par hasard, elle aimait traîner là, moi aussi. Quand je vous dis qu'il y a une gémellité. C'est très étrange. Donc, pour répondre à votre deuxième question, je pensais en écrivant ce livre que j'allais me libérer justement de ma fascination pour Daphné du Maurier, mais je crois que c'est pire maintenant. Je crois que je la porterai toute ma vie, je ne me lasserai jamais d'elle, je pourrais continuer à vous en parler pendant 3 heures, jusqu'à ce que je vois que tout le monde devant moi s'endormir. Moi, je rêve tous les soirs que je retourne à Manderley, et ça va continuer comme ça longtemps. On vous a suivi dans ce livre-là. Merci pour ce livre, au nom du public, au nom des critiques qui sont unanimes quand même. Et puis leur récompense ultime, c'est qu'il y a les mots de Keats, le fils chéri de Daphné, et de Tessa, qui dit que ce livre restitue complètement la personnalité de sa mère et que Daphné elle-même aurait aimé ce livre. Donc c'est une belle récompense. Oui, quand ils m'ont dit ça, je vous avoue que j'ai eu une petite larme. Nous aussi. Merci Daphné du Maurier. Donc je rappelle Manderley Forever. Merci. Chez Albin Michel et Héloïse d'Ormesson. Je vous rappelle que l'émission a été enregistrée et que vous pourrez la réécouter sur Radio Aviva mercredi 10 juin à 15h et puis à d'autres rediffusions. Donc maintenant, je vous laisse questionner Tatiana Dronet. La rencontre sera aussi, comme toute, sur le site de la médiathèque dans une dizaine de jours. Bonsoir, c'est Marie. Je voulais savoir, vous parlez de Daphné qui dit qu'elle est un être hybride. Vous parlez aussi de ses penchants homosexuels. Ne pensez-vous pas qu'à l'époque, elle était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un transgenre et qu'elle... Non, non, pas du tout. Je crois que Daphné du Maurier était, d'après ce que j'ai compris... Parce qu'elle parle d'un garçon en elle, vous voyez? Oui, je ne pense pas qu'elle était un transgenre, puisqu'elle était terriblement féminine physiquement, et qu'elle aimait aussi les hommes, qu'elle a quand même s'est mariée, qu'elle a eu des enfants. Je pense que ce garçon en elle était une façon pour elle de ne pas voir les choses en face, de ne pas accepter son homosexualité, qu'elle n'a jamais acceptée. Je pense que ça a dû être très difficile pour elle. Elle avait aussi un père, lui, très homophobe, qui méprisait les homosexuels. Et donc, je crois qu'elle a dû beaucoup souffrir de ça, et que donc, elle a inventé ce garçon pour pouvoir rendre la chose son côté. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Les sœurs aussi étaient homosexuelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les 2 autres sœurs aussi. Mais je vous rappelle qu'on est à une époque où les coming out ne se font pas. Donc Jeanne, la sœur de Daphné, qui était peintre, a vécu pendant 40 ans avec une poète qui s'appelait Noël, dans un petit village pas loin d'ailleurs de la Cornouaille. Et que Angela, la sœur aînée, était peut-être la plus audacieuse, puisqu'il fut un moment où on pouvait s'afficher avec des femmes. D'ailleurs, elle a écrit un roman sur des amours interdites. Elle a été beaucoup plus courageuse que Daphné, Angela. Mais malheureusement, sa sœur prenait tellement de place et l'a tellement occultée
qu'on n'a pas entendu ce courage ni cette voix. Et c'est difficile de trouver les livres d'Angela Du Maurier aujourd'hui. J'ai un projet secret d'essayer d'en faire traduire et publier un en France, mais ça va être une bataille assez louée parce qu'elle a souffert aussi de porter ce patronyme. Alors, tous les lecteurs de Rebecca, ils ont sûrement des questions à poser, hein, puisque vous étiez si nombreux tout à l'heure. Moi, j'en ai une sur le côté biographique, puisque vous êtes une romancière, hein, et là, on a compris qu'il y avait une quête, qu'il y avait effectivement, vous n'avez rien inventé, mais c'est pas la même démarche d'écrire une biographie et d'écrire un roman avec des personnages que vous avez créés, tout ça. Mais en fait, sa vie est tellement romanesque que une fois que j'ai mis le nez dedans, c'était tellement incroyable sa vie, c'était tellement magnifique, tous ces endroits où elle a vécu, que je n'ai pas eu de mal à mettre mes pas dans les siens. Et comme je n'ai rien inventé, c'était mon parti pris. Jamais brodé, jamais inventé des dialogues. Tout ce qui est dans le livre, elle l'a vraiment dit, tout ce qui est en italique. Mais donc, non, au contraire, ça a été... je le redoutais avant d'avoir commencé, mais j'ai été complètement emportée par elle. Et j'ai eu du mal, d'ailleurs, à la quitter, mais je pense que je ne l'ai pas quittée. Je pense qu'elle est encore là. Mais ça, c'est assez clair. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous verrez les photos dans le livre, mais il y a une vraie ressemblance entre Daphné et Tatiana, physiquement. Vous faites un grand compliment, mais je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose. Une autre question, sinon on va passer à la dédicace, hein, puisque les livres sont à vendre là à côté par la librairie Sorams, et Tatiana se fera un plaisir de les dédicacer si vous le souhaitez. Mais il peut encore y avoir une ou deux questions. Donc je crois qu'ils sont tous sous le charme, hein, comme nous. Merci Tatiana, et on va maintenant passer à la dédicace pour ceux que...